Le 29 mai 1453, les troupes du sultan Mehmed II pénétrèrent dans Constantinople par une brèche ouverte dans les murs théodosiens. L'empereur Constantin, 11, paléologue, mourut dans la mêlée. Son corps ne fut jamais retrouvé. La ville, qui avait été pendant 11 siècles la capitale de l'Empire romain d'Orient, le centre commercial et culturel du monde méditerranéen oriental, la forteresse qui avait résisté à des dizaines de sièges depuis l'an 330, tomba en moins de 2 mois. Le récit traditionnel de cette chute est militaire. Les canons géants du fondeur hongrois Urbain, capables de lancer des boulets de pierre de 500 kg, brisèrent des murs que les armées les plus puissantes du monde n'avaient pas réussi à franchir pendant 1000 ans. L'artillerie ottomane, supérieure à tout ce que Byzance pouvait opposer, transforma en quelques semaines une forteresse réputée imprenable en tas de gravats. Ce récit est exact et profondément incomplet, car en 1453, Constantinople n'était plus la ville qu'elle avait été. Derrière ces murs encore impressionnants se cachait une réalité économique et démographique que les visiteurs étrangers de l'époque décrivaient avec une stupeur mêlée de pitié. Une ville fantôme. Des quartiers entiers abandonnés depuis des générations. Des champs cultivés à l'intérieur des remparts parce que la population avait tant diminué que les terres intramuraux n'étaient plus toutes habitées. Une population d'environ 50 000 habitants dans une enceinte conçue pour en contenir 500 000. Un empire dont le territoire réel, en 1453, se résumait à la ville elle-même et à quelques enclaves côtières. Mehmed II ne conquit pas une grande puissance. Il acheva l'effondrement d'une coquille vide. Et la question systémique la plus dérangeante n'est pas comment il l'a pris, mais comment elle en était arrivée là. La réponse principale n'est pas ottomane, elle est vénitienne. Pour comprendre l'ampleur de ce qui fut perdu et de ce qui avait déjà été perdu avant 1453, il faut mesurer ce que Constantinople représentait à son apogée. Au Xe siècle, Constantinople était sans contestation possible la plus grande et la plus riche ville du monde occidental et du Proche-Orient. Sa population dépassait peut-être 500 000 habitants, quand Paris en comptait à peine 20 à 20 000 et Londres encore moins. Ses marchés distribuaient les soieries chinoises, les épices indiennes, le blé ukrainien, les fourrures russes, l'ivoire africain. Son port, la Corne d'Or, était le point de transit obligatoire de tout commerce entre la Méditerranée et la mer Noire, entre l'Europe et l'Asie. L'Empire byzantin avait construit sa richesse sur un monopole commercial d'une puissance extraordinaire. Toute marchandise voyageant entre l'Europe occidentale et les marchés d'Asie passait par le détroit du Bosphore et donc par Constantinople. Les droits de passage, les taxes d'âme portuaires, les commissions sur les transactions, tout cela alimentait un trésor impérial d'une abondance que les chroniqueurs arabes et occidentaux décrivaient avec un mélange d'admiration et de convoitise. La monnaie byzantine, le nomismat d'or, plus tard le besan, était la devise de référence du commerce méditerranéen depuis des siècles. Sa stabilité et sa pureté en or en faisaient l'équivalent byzantin du dollar américain du XXe siècle, la monnaie dans laquelle tous les autres échanges s'exprimaient, la valeur étalon contre laquelle toutes les autres monnaies se mesuraient. Contrôler l'émission de cette monnaie, c'était contrôler les règles du jeu commercial de toute une civilisation. L'administration byzantine avait également développé un appareil diplomatique et juridique d'une sophistication remarquable pour protéger cette position de monopole. Les traités commerciaux que Byzance signait avec ses partenaires étrangers étaient soigneusement calibrés pour permettre juste assez d'accès pour entretenir la relation commerciale, sans jamais céder le contrôle structurel des routes et des marchés. Des fonctionnaires spécialisés, les commerciaires, supervisaient les échanges dans les ports impériaux, collectaient les taxes, inspectaient les marchandises et appliquaient les règles qui maintenaient la primauté byzantine sur le commerce de transit. Ce système avait fonctionné avec une efficacité remarquable pendant plusieurs siècles. Il reposait sur un postulat implicite que l'Empire resterait militairement et politiquement assez fort pour imposer ses règles. Quand cette force commença à vaciller au XIe siècle sous la pression des invasions turques en Anatolie, ce postulat s'effondra
et avec lui la capacité de Byzance à négocier des accords commerciaux depuis une position de force. Cette position de monopole commercial et monétaire faisait de Constantinople une cible permanente et une alliée recherchée. Les cités marchandes italiennes en plein essor, Venise, Gênes, Pise, qui cherchaient à développer leur propre commerce en Méditerranée orientale, comprirent très tôt que leur croissance passait nécessairement par l'accès aux marchés et aux routes que Byzance contrôlait. La question était de savoir à quel prix cet accès leur serait accordé. Et c'est dans la réponse byzantine à cette question que se trouvent les germes de la catastrophe de 1453. En 1082, l'empereur Alexis Ier Comnène était dans une position désespérée. Les Normands de Robert Guiscard avaient envahi les Balkans depuis l'Italie du Sud et menaçaient directement Constantinople. L'armée byzantine était épuisée et sous-financée. Le trésor impérial était vide après des décennies de guerre sur plusieurs fronts simultanés. Alexis avait besoin d'une flotte. Il ne pouvait pas en construire une. Il se tourna vers Venise. La République de Venise disposait de la marine marchande et militaire la plus puissante de Méditerranée. Elle avait déjà établi des relations commerciales avec Byzance, mais dans des conditions négociées au cas par cas et soumises aux taxes impériales habituelles. Alexis lui offrit quelque chose d'entièrement différent en échange de son aide militaire contre les Normands, la chrysobule de 1082. Une bulle d'or, le document le plus solennel que l'Empire byzantin put émettre. Ce document accordait aux marchands vénitiens le droit de commercer librement dans tout l'Empire byzantin, y compris à Constantinople elle-même, sans payer aucune taxe. 0. Pas de droit de douane, pas de taxe portuaire, pas de commission sur les transactions. Les Vénitiens obtenaient l'accès total et gratuit aux marchés les plus riches du monde méditerranéen oriental, tandis que les marchands byzantins eux-mêmes continuaient de payer leurs taxes à Biklal. L'asymétrie de cette situation était d'une logique économique dévastatrice. Un marchand vénitien opérant à Constantinople pouvait vendre moins cher qu'un marchand byzantin pour le même produit, parce qu'il ne supportait pas la charge fiscale que son concurrent local devait intégrer dans ses prix. En l'espace d'une ou deux générations, les marchands byzantins furent progressivement évincés de leur propre marché intérieur par des concurrents structurellement avantagés. C'est l'équivalent, dans les termes du commerce international moderne, d'un accord de libre-échange asymétrique où un partenaire obtient un accès total sans réciprocité et sans limite de durée. Les conséquences fiscales pour l'Empire furent immédiates et progressivement catastrophiques. Le commerce dans les ports byzantins ne générait plus de revenus fiscaux proportionnels à son volume, parce que la part croissante de ce commerce était entre les mains de marchands vénitiens exemptés. Le trésor impérial, qui dépendait structurellement des taxes commerciales pour financer l'armée et l'administration, vit ses recettes décliner à mesure que Venise capturait une part croissante du flux commercial. Il faut insister sur ce que cette situation signifiait concrètement dans les décennies qui suivirent 1082. Les marchands vénitiens ne s'installèrent pas seulement à Constantinople. Ils s'installèrent dans tous les grands ports de l'Empire, Thessalonique, Corinthe, Antioche, Alexandrie, dans les périodes où elle était sous contrôle byzantin. Partout où ils s'établissaient, ils reproduisaient le même mécanisme. Une concurrence structurellement déloyale avec les marchands locaux, qui devaient intégrer les taxes dans leurs prix, là où les Vénitiens n'en payaient aucune. Les marchands byzantins de province se retrouvèrent dans la même situation que leurs homologues de la capitale, progressivement évincés de leur propre marché par des concurrents bénéficiant d'une exemption fiscale permanente et totale. Les empereurs qui succédèrent à Alexis Ier tentèrent à plusieurs reprises de renégocier ou de restreindre les privilèges vénitiens. Jean II, Comnène, refusa de renouveler la chrysobule à son expiration et suspendit les privilèges pendant plusieurs années, ce qui déclencha une crise diplomatique majeure et une pression vénitienne intense. Son successeur Manuel Ier Comnène tenta une approche plus radicale. En 1171, il fit arrêter simultanément tous les marchands vénitiens présents dans l'Empire, environ 10 000 personnes, et confisqua leurs biens. Cette action courageuse ne produisit pas les résultats escomptés.
Venise répondit par une expédition militaire et par un renforcement de ses relations avec les ennemis de Byzance. Et les empereurs suivants, confrontés à des crises militaires urgentes, rétablirent progressivement les privilèges pour acheter la neutralité ou le soutien vénitien. Le cycle se répéta à chaque génération. Crise militaire, concession commerciale à Venise, répit temporaire, aggravation de la saignée économique, nouvelle crise militaire rendue plus grave par la faiblesse fiscale, nouvelle concession. C'était un piège dont la logique interne ne permettait aucune sortie facile. Si la chrysobule de 1082 avait amorcé le déclin économique de Byzance, l'année 1204 lui porta un coup dont elle ne se releva jamais entièrement. La 4e croisade avait été prêchée par le pape Innocent III pour reprendre Jérusalem aux mains musulmanes. Elle ne mit jamais le pied en Terre Sainte. Elle finit par saccager Constantinople, la ville chrétienne la plus importante du monde après Rome, sur l'instigation directe de Venise. La mécanique de cette dérive est l'une des études de cas les plus instructives de l'histoire sur la façon dont les intérêts financiers peuvent détourner des entreprises collectives de leurs objectifs déclarés. Les croisés, principalement des chevaliers français et flamands, avaient contracté avec Venise un accord de transport maritime pour amener leur armée en Égypte. Ils avaient promis de payer 85 000 marks d'argent pour les navires et les provisions. Quand l'heure vint de régler, ils ne purent m'en rassembler que 51 000 marks, un déficit considérable que le doge Enrico Dandolo, nonagénaire et aveugle, mais d'une acuité politique redoutable, exploita avec une patience et une précision implacables. Dandolo proposa un arrangement. Les croisés endettés pourraient compenser leurs dettes, en aidant Venise à récupérer la ville dalmate de Zara, momentanément sous contrôle hongrois. Les croisés acceptèrent. Zara fut prise, et Dandolo continua de manœuvrer jusqu'à orienter l'ensemble de l'expédition vers Constantinople, en exploitant une querelle dynastique byzantine pour justifier l'intervention. En avril 1204, les croisés et les Vénitiens mirent à sac Constantinople pendant 3 jours. Le pillage fut d'une violence et d'une exhaustivité que les chroniqueurs byzantins décrivirent comme la fin du monde. Des siècles d'art, d'orfèvrerie, de sculptures antiques, de reliques religieuses, de manuscrits grecs, tout fut pris, fondu, vendu ou détruit. Les 4 chevaux de bronze qui ornent aujourd'hui la basilique Saint-Marc à Venise furent arrachés de l'hippodrome de Constantinople lors de ce pillage. Des bibliothèques entières disparurent, des palais brûlèrent, le trésor impérial, accumulé sur des siècles, fut vidé. Le chroniqueur byzantin Nicétas Choniates, qui assista au pillage et survécut, rédigea un témoignage d'une précision et d'une amertume déchirantes. Il décrivit des soldats occidentaux qui fondaient des icônes sacrées pour en récupérer l'or, qui utilisaient des calices liturgiques comme coupes à boire, qui faisaient monter des prostituées sur le trône patriarcal de l'église Sainte-Sophie. Il nota avec une ironie douloureuse que les Sarrasins, les musulmans que les croisades étaient censés combattre, auraient traité les habitants de Constantinople avec plus d'humanité que leurs frères chrétiens occidentaux. Son témoignage reste l'un des documents les plus puissants sur la façon dont les intérêts économiques peuvent transformer des alliés nominaux en prédateurs. Venise obtint en prime ce qu'elle cherchait réellement, les 3/8 de Constantinople, des droits commerciaux sans précédent dans l'Empire latin qui remplaça Byzance et le contrôle des routes maritimes stratégiques de la Méditerranée orientale. L'Empire byzantin fut restauré en 1261, mais dans un état d'épuisement démographique, économique et institutionnel dont il ne sortit jamais vraiment. Entre 1261 et 1453, l'Empire byzantin restauré vécut 2 siècles d'agonie lente dans lesquels les mécanismes économiques installés par les privilèges vénitiens continuèrent de fonctionner avec une efficacité implacable. La population de Constantinople, qui était peut-être de 400 000 habitants avant 1204, ne se reconstitua jamais. Les estimations pour le XIVe siècle oscillent entre 100 et 200 000 personnes. Celles pour le début du XVe siècle tombent à 50 ou 100 000.
Une ville qui avait été l'une des 5 plus grandes du monde se transformait en village dans une enceinte de géants. Les recettes fiscales impériales s'effondrèrent en proportion. Les empereurs de la Restauration tentèrent de négocier des réductions des privilèges vénitiens, avec un succès très partiel. Venise acceptait ponctuellement de légères modifications, puis rétablissait ses avantages lors de la prochaine crise diplomatique. Les Génois, qui avaient soutenu la restauration byzantine de 1261 et obtenu en échange leurs propres privilèges commerciaux, légèrement moins étendus que ceux des Vénitiens, mais substantiels, contrôlaient la colonie de Galata, juste en face de Constantinople, de l'autre côté de la Corne d'Or, et prélevaient leurs propres droits sur une partie du trafic maritime. L'Empire byzantin était pris en étau entre 2 puissances marchandes italiennes qui extrayaient chacune une partie de sa substance économique. Le paradoxe systémique atteignit son degré d'absurdité maximale dans les dernières décennies avant 1453. Les douanes de Galata, la colonie génoise, généraient annuellement environ 200 000 pièces d'or. Les douanes de Constantinople elles-mêmes, pour l'Empire entier, généraient environ 30 000 pièces. Le comptoir génois en face de la capitale produisait 7 fois plus de revenus douaniers que l'empire dont il dépendait nominalement. Tout le commerce avait été aspiré vers les mains des intermédiaires étrangers. Les empereurs byzantins des XIVe et XVe siècles passèrent une grande partie de leur règne à mendier des secours militaires en Occident, auprès du pape, auprès des rois de France et d'Angleterre, auprès des princes italiens. Ils proposèrent l'union des églises orthodoxes et catholiques pour obtenir une croisade. Ils offrirent des concessions territoriales. Ils envoyèrent ambassade après ambassade. L'Occident promit, et ne vint presque jamais, parce que l'Occident avait, grâce aux privilèges commerciaux arrachés à Byzance depuis 1082, déjà obtenu tout ce dont il avait besoin sans avoir à défendre militairement ce qui le fournissait. L'humiliation de cette situation fut portée à son paroxysme par l'empereur Jean, 8 paléologue, qui traversa l'Europe entière en 1437 à 1438 pour participer au Concile de Florence, où il accepta formellement l'union des églises orthodoxes et catholiques, une concession théologique et ecclésiastique d'une ampleur considérable, représentant la capitulation de l'orthodoxie devant Rome sur des questions doctrinales disputées depuis le schisme de 1054. En échange, le pape Eugène IV promit une croisade. La croisade arriva partiellement. L'expédition de Varna en 1444, qui fut écrasée par les Ottomans en Hongrie. Après Varna, il n'y eut plus d'espoir réel de secours occidental. Et l'union des églises, rejetée avec fureur par le clergé orthodoxe byzantin et par la population de Constantinople qui préférait ouvertement la domination ottomane à la soumission à Rome, ne produisit en définitive rien d'autre que des divisions internes supplémentaires dans une ville qui n'en avait pas besoin. Le dernier empereur, Constantin XI paléologue, prit le pouvoir en 1449. Il gouverna pendant 4 ans un territoire qui se résumait à la ville elle-même. Il envoya des ambassades dans toute l'Europe. Il ne reçut aucun secours substantiel. Quand le siège commença en avril 1453, les défenseurs de Constantinople incluaient environ 2000 soldats byzantins réguliers, 2000 mercenaires génois conduits par Giovanni Giustiniani Longo, qui mourut d'une blessure pendant le siège, et quelques centaines de volontaires d'origines diverses, sur 22 kilomètres de remparts. Quand Mehmed II commença le siège de Constantinople le 6 avril 1453, il fit face à une ville qui pouvait mobiliser environ 7000 défenseurs, soldats byzantins, réguliers et volontaires étrangers confondus, pour défendre 22 kilomètres de remparts, 7000 hommes pour 22 kilomètres. À certains endroits, les défenseurs étaient si peu nombreux que des sections entières de murs restaient pratiquement sans garnison. L'armée ottomane comptait entre 60 000 et 100 000 hommes selon les sources. Elle était équipée des canons d'Urbain, dont le plus grand, la basilique, tirait des boulets de pierre de plus de 500 kg et mettait 3 heures pour être rechargés après chaque tir. Ces canons brisèrent les murs théodosiens.
construits au 5e siècle, que 1000 ans d'assiégeants n'avaient pas réussi à franchir. Mais la disproportion des forces n'était pas uniquement militaire, elle était économique et institutionnelle. Mehmed disposait d'un empire en expansion, d'une économie productive, d'un trésor capable de financer une armée de 100 000 hommes pendant des mois et de payer le salaire d'un fondeur de canons hongrois. Constantin XI disposait d'un empire dont le territoire réel se résumait à la ville et dont le trésor était si vide que les derniers empereurs avaient fondu les ornements d'or des palais impériaux pour payer leurs mercenaires. La disproportion avait été construite sur 2 siècles. Les canons d'Urbain ne furent que la conclusion visible d'un processus économique dont les origines remontaient à la Chrysobule de 1082, signée 371 ans plus tôt par un empereur qui cherchait à sauver son trône et qui avait, sans le savoir, signé la condamnation à long terme de son empire. Le 29 mai 1453 au soir, Mehmed II entra dans la grande église Sainte-Sophie à cheval. Il y pria, et il ordonna qu'elle fût transformée en mosquée, un geste symbolique qui marquait la fin de 11 siècles de Byzance, avec une économie de moyens que l'histoire retient rarement. Ce que les récits militaires de 1453 occultent est d'une clarté systémique froide. Constantinople ne fut pas vaincue par les canons ottomans. Elle avait été vaincue par un contrat commercial signé en 1082, par un pillage en 1204, par 2 siècles d'extraction économique organisée par les cités marchandes italiennes qui lui achetaient l'accès à ses propres marchés en échange d'une protection militaire qu'elles ne fournirent jamais vraiment quand vint l'heure décisive. Quand Mehmed II demanda aux marchands génois de Galata leur position pendant le siège, ils répondirent qu'ils resteraient neutres, protégeant leurs investissements commerciaux des 2 côtés. Galata ne fut pas attaqué. Le commerce génois reprit quelques semaines après la chute. La logique marchande survécut à l'empire qu'elle avait vidé de sa substance. L'histoire de Constantinople est l'histoire d'une puissance qui accorda l'accès à sa richesse pour acheter une sécurité immédiate, répéta l'opération à chaque nouvelle crise et découvrit trop tard que la somme de ces transactions avait transféré sa richesse à l'extérieur de façon irréversible. Ce n'est pas uniquement l'histoire de Byzance. C'est l'un des mécanismes les plus durables et les plus universels de l'histoire des empires.